Au mariage de ma fille cadette, elle a accroché ma photo à l'entrée avec la légende « Entrée interdite ». Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une trahison si douloureuse en famille? Votre expérience pourrait aider d'autres qui traversent la même chose. Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 67 ans, et aujourd'hui je vous raconte l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Une histoire qui commence par l'amour d'un père et se termine par une vengeance que je ne me savais pas capable d'orchestrer. C'était le 28 juin 2024, un vendredi qui devait être le plus beau jour de la vie de ma fille Camille. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai découvert jusqu'où peut aller la cruauté de ceux qu'on aime le plus au monde. Je vis à Lyon depuis toujours, dans une petite maison du quartier de la Croix-Rousse que j'ai achetée avec les économies d'une vie de travail comme plombier. Mes mains, abîmées par 40 ans de tuyaux et de soudure, ont réparé les canalisations de la moitié de la ville. Mais surtout, elles ont construit une famille que je croyais solide comme les fondations lyonnaises que je connaissais si bien. Ma femme Sylvie est morte il y a 8 ans, me laissant seule avec 3 enfants, Antoine, l'aîné, qui vit à Paris avec sa famille et travaille comme ingénieur chez Renault, Marie, ma cadette, mariée à un professeur et installée à Marseille, et Camille, ma petite, ma Benjamine, comme l'appelait toujours Sylvie avec cette tendresse qui me manque tant. Sylvie était originaire de Provence, d'un petit village près d'Aix-en-Provence. Je l'avais rencontrée en 1982, quand elle était venue à Lyon pour étudier l'infirmerie. C'était une fille joyeuse aux cheveux châtains et aux yeux noisettes qui brillaient comme le soleil de sa région natale. Elle parlait avec cet accent provençal chantant qui me faisait sourire à chaque fois. Nous nous étions mariés en 1984 dans une cérémonie simple à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Elle portait la robe de mariée de sa grand-mère, qu'elle avait conservée dans une vieille malle. Moi, j'avais mon premier costume correct, acheté à crédit aux Galeries Lafayette. Nous étions pauvres mais heureux, avec toute la vie devant nous et 1000 rêves à réaliser. Sylvie avait transformé notre petite maison en un coin de paradis. Elle avait peint les murs de couleur chaude, rempli chaque recoin de plantes et appris à cuisiner les plats lyonnais en les mélangeant avec les recettes provençales que sa mère lui avait enseignées. Le dimanche, la maison s'emplissait de l'arôme de sa fameuse daube aux herbes de Provence, un plat qui rendait fou tout le voisinage. Camille était née en 1990, après Antoine, 1985, et Marie, 1987. Elle avait été un enfant difficile dès le premier jour. Elle pleurait beaucoup, dormait peu, et semblait ne jamais être satisfaite de rien. Sylvie disait qu'elle était juste vive, qu'elle avait du caractère. J'espérais qu'en grandissant elle se calmerait. Mais Camille ne s'est jamais calmée. Dès petite, elle était capricieuse, exigeante, habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait. Quand elle avait 6 ans et voulait un vélo rose comme celui de son amie Léa, elle avait fait un scandale pendant des semaines jusqu'à ce que je le lui achète, même si cela coûtait plus que ce que je gagnais en un mois. Pierre, ne la gâte pas trop, me disait toujours Sylvie pendant que je cédais au énième caprice de Camille. Tu l'as pourrie. Mais je n'arrivais pas à lui dire non. C'était ma princesse, elle avait les yeux noisettes de sa mère et ce sourire qui faisait fondre mon cœur à chaque fois. Quand elle me regardait avec ses yeux et disait « S'il te plaît, papa », je devenais du beurre au soleil. Sylvie était plus sévère. Elle venait d'une famille nombreuse de Provence, où l'argent était rare et les caprices un luxe que personne ne pouvait se permettre. En Provence, me disait-elle, les enfants apprennent tôt qu'il faut mériter les choses dans la vie. Ici à Lyon, vous les gâtez trop. Elle avait raison, mais je n'arrivais pas à être dur avec Camille. Peut-être parce que je travaillais tellement que quand je rentrais à la maison, je voulais juste la voir heureuse. Peut-être parce qu'étant la plus jeune, elle restait pour moi mon petit bébé même quand elle avait 15 ans. Les années de lycée avaient été particulièrement difficiles. Camille voulait toujours le dernier téléphone à la mode, les vêtements de marque, les chaussures qui coûtaient une fortune. Papa, tous mes amis l'ont, était sa phrase récurrente. Et moi, stupidement, je cédais toujours. Sylvie se fâchait. Pierre, comme ça tu ne lui apprends pas la valeur de l'argent. Elle pense que tout lui est dû. C'est juste une phase, répondais-je. Quand elle grandira, elle comprendra. Mais Sylvie avait raison, comme toujours. Camille n'a jamais compris. Ou peut-être a-t-elle trop bien compris qu'elle pouvait tout obtenir sans rien donner en échange.
Après le bac, Camille avait décidé d'étudier le commerce international à l'université Lyon 3. C'était un cursus coûteux, surtout qu'elle voulait aussi suivre des cours privés de marketing et d'informatique. Mais j'étais fier d'elle. Enfin, elle semblait avoir trouvé une passion, un objectif. Pour payer ses études, j'avais commencé à travailler aussi le samedi et le dimanche. Je prenais des commissions supplémentaires, réparais les installations de plomberie des restaurants du Vieux-Lyon, faisais des travaux de rénovation pour les hôtels du centre-ville. Sylvie m'aidait en tenant la comptabilité de l'entreprise et en s'occupant des relations clients, qu'il adorait pour sa gentillesse et son sourire. Tu verras, me disait Sylvie pendant que nous comptions l'argent de la journée sur la table de la cuisine, quand Camille aura son diplôme et trouvera du travail, elle nous remboursera de tous ses sacrifices. J'y croyais. Je croyais que ma fille appréciait ce que nous faisions pour elle, qu'elle comprenait combien de travail il y avait derrière chaque euro qu'elle dépensait pour ses études. Mais en 2016 est arrivé le diagnostic qui a tout changé. Sylvie avait commencé à se plaindre de douleurs à l'estomac, d'une fatigue qui ne passait jamais. Les premiers médecins avaient parlé de stress, de gastrite, de problèmes liés à l'âge. Mais quand les douleurs sont devenues insupportables, les examens ont révélé la vérité, cancer du pancréas, stade avancé. 6 mois, avait dit le docteur Martin, l'oncologue de l'hôpital Édouard Herriot. Peut-être un an si elle répond bien au traitement. Mon monde s'était écroulé. Sylvie, ma Sylvie, la femme qui avait rempli ma vie de couleurs et de musique, était en train de mourir. Nous avons tout essayé. Chimiothérapie, radiothérapie, traitements expérimentaux. J'ai vendu tous mes meilleurs outils, ceux que mon père m'avait laissés, pour payer les soins privés. J'ai hypothéqué la maison, emprunté de l'argent à tous mes amis. Camille, qui avait alors 26 ans et finissait son mémoire de master, semblait plus préoccupée par ses examens que par la maladie de sa mère. « Papa, je ne peux pas toujours être à l'hôpital, » me disait-elle. « J'ai mon mémoire à finir, j'ai l'avenir à penser. » L'avenir. Comme si Sylvie ne faisait pas partie de son avenir. Sylvie est morte le 12 mars 2017, un dimanche matin. J'étais avec elle, je lui tenais la main pendant que le soleil entrait par la fenêtre de l'hôpital et caressait son visage. Ses derniers mots ont été « Pierre, promets-moi que tu ne laisseras pas les enfants m'oublier. »« Je te le promets, mon amour », lui avais-je murmuré en embrassant son front. Mais Camille semblait avoir déjà commencé à l'oublier avant même que Sylvie ne meure. Après l'enterrement, notre relation s'était définitivement dégradée. Camille m'accusait de ne pas avoir fait assez pour la sauver, de ne pas avoir payé les meilleurs soins, de ne pas avoir cherché d'autres médecins. Comme si l'amour suffisait à arrêter un cancer du pancréas qu'il avait emporté en 6 mois. « Papa, si tu avais vendu la maison, tu aurais pu lui payer des soins en Amérique, » m'avait-elle dit un soir il y a 2 ans, pendant que nous étions assis dans la cuisine où Sylvie préparait sa fameuse daube. Camille, ma chérie, nous avons fait tout ce qui était possible. Les médecins ont dit que... Les médecins français. Tu aurais dû l'emmener à la Mayo Clinic, au Memorial Sloan Kettering. Mais toi, tu as pensé plus à tes pierres qu'à la vie de maman. Ces mots m'avaient transpercé comme un clou rouillé. Mais je lui avais pardonné. La douleur nous fait dire des choses terribles, et elle souffrait autant que moi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Dans les mois qui ont suivi, Camille avait commencé à fréquenter Julien Moreau, le fils d'une famille aisée de Lyon. Les Moreau possédaient une chaîne de restaurants dans le centre-ville et vivaient dans une villa sur les hauteurs de Caluire-et-Cuire. Julien était tout ce que je n'étais pas, élégant, raffiné, avec les mains douces de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a donné une poignée de main molle et m'a regardé de haut en bas, remarquant mes mains calleuses et la montre à 10 € que je portais au poignet. « Enchanté, Pierre », avait-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Camille m'a beaucoup parlé de vous. » Il n'avait pas précisé ce qu'elle lui avait dit, mais au ton, je comprenais que ce n'était pas des compliments. Les fiançailles avaient été annoncées il y a 6 mois, avec une fête dans la Villa des Moreau. J'avais été invité, bien sûr, mais je m'étais senti comme un poisson hors de l'eau parmi ces messieurs en costume-cravate qui parlaient d'investissement et de voyage dans des endroits dont je ne savais même pas prononcer le nom. « Pierre », m'avait dit monsieur Moreau ce soir-là, en me serrant la main avec la poigne de quelqu'un habitué à commander, « c'est un plaisir de vous rencontrer enfin.
Camille nous a beaucoup parlé de vous. Lui non plus n'avait pas précisé ce qu'elle avait dit, mais à la façon dont sa femme me regardait, avec un mélange de pitié et de dégoût, je comprenais que l'histoire que Camille avait racontée n'était pas flatteuse. Pendant cette fête, je m'étais senti invisible. Personne ne m'adressait la parole, personne ne semblait intéressé à connaître le père de la mariée. J'étais juste le plombier, l'homme aux mains sales qui ne savait pas comment se comporter en société. Les préparatifs du mariage avaient commencé immédiatement. Camille voulait tout parfait, tout cher. La réception au château de Brou, un des endroits les plus exclusifs de la région Rhône-Alpes. La robe de mariée d'un créateur parisien qui coûtait plus que ce que je gagnais en un an. Les fleurs importées de Hollande. Le photographe qui avait immortalisé les mariages d'acteurs célèbres. « Papa, je sais que tu ne peux pas beaucoup contribuer », m'avait-elle dit un après-midi, pendant que nous étions assis dans mon petit jardin où je cultive les tomates que Sylvie aimait tant. Les Moreau s'occuperont de tout. Tu n'as qu'à te présenter. Me présenter seulement. Comme un invité quelconque au mariage de ma fille. Et s'il te plaît, avait-elle ajouté, essaie de bien t'habiller. Ce sera un événement important, il y aura des gens influents. Des gens influents. Des gens qui comptaient. Des gens qui n'étaient pas comme moi. Les semaines passaient et je sentais grandir en moi une sensation étrange. Camille m'appelait de moins en moins, et quand elle le faisait, c'était seulement pour me dire quoi porter, comment me comporter, quoi ne pas dire. Papa, s'il te plaît, ne raconte pas tes histoires habituelles de travail. Les invités sont des gens importants. Ne parle pas de maman de façon trop émotionnelle. Je ne veux pas de scène. Et surtout, ne dis rien sur notre situation financière. Chaque phrase était un coup de poignard. Elle effaçait qui j'étais, qui nous avions été comme famille. 2 semaines avant le mariage, Camille était venue à la maison avec un prétexte. Elle devait prendre quelques affaires de Sylvie, avait-elle dit. Des souvenirs pour le mariage. Papa, j'ai besoin que tu signes ce document, m'avait-elle dit en sortant un dossier élégant. C'est pour régler les démarches administratives après la mort de maman. Le notaire dit que c'est nécessaire pour éviter des problèmes avec l'héritage. J'avais signé sans lire. C'était ma fille, je lui faisais confiance. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle me trompait? Une semaine avant le mariage, en me promenant dans le centre de Lyon, j'ai rencontré Marie, la fleuriste de la rue de la République que je connaissais depuis des années. Elle m'avait toujours fait des réductions quand j'achetais des fleurs pour la tombe de Sylvie. Pierre. Comment allez-vous? J'ai entendu parler du mariage de Camille. Comme c'est beau. Oui, Marie. Vendredi prochain. Ah, mais c'est moi qui fais les fleurs pour ce mariage. Château de Brou, n'est-ce pas? Quelle coïncidence. Camille est venue ici la semaine dernière avec sa future belle-mère. Quelle fille élégante, mais... Elle s'était arrêtée, comme si elle avait dit quelque chose de mal. Mais quoi, Marie? Rien, Pierre. C'est juste que, eh bien, quand j'ai demandé si elle voulait un bouquet spécial pour honorer la mémoire de sa maman, elle a dit qu'elle préférait ne pas mélanger le passé avec l'avenir. Ça m'a semblé étrange. Mon cœur s'était arrêté. Sylvie avait toujours rêvé de voir Camille se marier. Elle avait même choisi les fleurs qu'elle aurait voulu, des pivoines blanches et roses, ses préférées. Et puis, avait continué Marie en baissant la voix, j'ai entendu par hasard Madame Moreau dire quelque chose sur vous. Que c'était dommage que Camille doive traîner, comment a-t-elle dit? Le poids du passé. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. Le poids du passé. J'étais le poids du passé de ma fille. Le jour du mariage était arrivé avec un soleil magnifique. Je m'étais habillé avec mon seul costume correct, celui que j'avais acheté pour l'enterrement de Sylvie. Noir, sobre, digne. J'avais ciré mes chaussures jusqu'à les faire briller et m'étais rasé avec soin, utilisant le rasoir que mon père m'avait offert pour mes 18 ans. Avant de sortir, je m'étais arrêté devant la photo de Sylvie que je garde sur la table de nuit. Mon amour, lui avais-je murmuré, aujourd'hui je vais au mariage de notre fille. J'espère réussir à bien me comporter, j'espère ne pas lui gâcher le plus beau jour. Si j'avais su ce qui m'attendait, je serais peut-être resté à la maison.
J'étais arrivé au château de Brou à 15 heures. La cérémonie était prévue pour 16 heures. L'endroit était magnifique, des jardins entretenus comme des œuvres d'art, des fontaines qui gargouillaient doucement, et une vue à couper le souffle sur les montagnes du Jura. C'était le genre d'endroit que Sylvie aurait adoré, avec toutes ses fleurs et cette beauté qui coupait le souffle. Mais quand je suis arrivé à l'entrée principale, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Parmi les décorations florales, accrochées à un chevalet doré élégant, il y avait un cadre. Et dans ce cadre, il y avait ma photo. Une photo que Camille avait prise il y a 2 ans, pendant un de nos derniers dîners ensemble. Je souriais, inconscient de tout. Sous la photo, écrit en caractères dorés sur une plaque de laiton, il était écrit « Entrée interdite ». Pas mon nom. Pas d'explication. Seulement ces 2 mots qui me condamnaient comme un criminel. Les invités qui arrivaient regardaient la photo, puis me regardaient. Certains ricanaient, d'autres chuchotaient entre eux. Une dame élégante avait dit à son mari, « Voilà, ça doit être le père problématique dont parlait la mariée. » Problématique. Moi qui avais travaillé 16 heures par jour pour lui donner tout ce qu'elle voulait. Moi qui n'avais jamais élevé la voix contre elle. Moi qui l'avais aimée plus que ma propre vie. Un moment, j'ai pensé partir. Rentrer chez moi, fermer la porte et faire comme si ce jour n'avait jamais existé. Mais alors j'ai pensé à Sylvie. À ce qu'elle aurait dit si elle avait su que sa fille m'avait humilié ainsi, devant tout le monde. Au lieu d'entrer par l'entrée principale, j'ai fait le tour et je suis entré par l'arrière, où les serveurs préparaient le service. J'ai reconnu l'un d'eux, Lucas, un garçon que j'avais aidé il y a des années quand son père avait besoin de travail dans mon entreprise de plomberie. « Monsieur Dubois. Qu'est-ce que vous faites ici derrière ?»« Salut Lucas. C'est une longue histoire. Tu pourrais me rendre un service ? Tu pourrais me trouver une place au fond, où personne ne me voit. » Lucas avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'avait fait asseoir à la dernière table, caché derrière une colonne décorée de lierre et de roses blanches. De là, je pouvais tout voir sans être vu. Les invités qui s'installaient, l'hôtel décoré de milliers de fleurs, les musiciens qui accordaient leurs instruments. Et puis je l'ai vue. Camille. Elle était magnifique, je ne pouvais pas le nier. La robe de dentelle française lui allait parfaitement, les cheveux relevés en un chignon élégant, le maquillage impeccable. Elle ressemblait à une princesse sortie d'un conte de fées. Mais quand ses yeux ont fait le tour de la salle, cherchant quelque chose ou quelqu'un, j'ai vu en eux une froideur que je ne lui avais jamais connue. Elle ne me cherchait pas. Elle vérifiait que je n'étais pas là. La cérémonie a commencé avec la marche nuptiale. Camille marchait vers l'autel au bras de Monsieur Moreau, qui avait pris ma place. La place qui me revenait, à moi, son père. Pendant les vœux, Julien avait parlé de comment Camille avait réussi à se libérer du passé et à construire un avenir lumineux. Chaque mot était une flèche dirigée vers mon cœur. Mais le moment le plus douloureux est arrivé quand le célébrant a demandé si quelqu'un s'opposait au mariage. Pendant une seconde, j'ai pensé me lever, crier que j'étais là, que j'étais son père, que j'avais le droit d'être présent au jour le plus important de sa vie. Au lieu de cela, je suis resté assis, avec les larmes qui coulaient sur mon visage. Après la cérémonie, pendant le cocktail, j'ai entendu des fragments de conversation qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Camille a été si courageuse de couper les ponts avec ce père, disait une dame avec un chapeau ridiculement grand. Oui, il paraît que c'était un homme violent, un alcoolique, répondait une autre. J'ai entendu dire qu'il n'a jamais travaillé sérieusement, qu'il vivait au crochet de sa femme. Et quand elle est morte, il a essayé de soutirer de l'argent à Camille pour ses vices. Chaque mensonge était plus absurde que le précédent, mais les gens les buvaient comme des vérités absolues. Camille avait construit toute une narration fausse sur moi, me dépeignant comme un monstre pour justifier mon absence. Mais la goutte qui a fait déborder le vase est arrivée pendant le discours de Julien. « Je veux remercier vous toutes d'être ici aujourd'hui », avait-il dit en levant la coupe de champagne. Et je veux remercier particulièrement mes beaux-parents, qui ont accueilli Camille comme une fille quand elle en avait le plus besoin, après avoir perdu sa mère et, après s'être libérée d'influences négatives dans sa vie. Influence négative. J'étais une influence négative dans la vie de ma fille. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie.
Je n'allais pas rester là à subir en silence. J'avais des choses à dire, et j'allais les dire. Je me suis levé de ma table cachée et j'ai commencé à marcher vers le centre de la salle. Les serveurs me regardaient surpris, quelques invités ont commencé à chuchoter. Camille m'a vu en premier. Son visage est devenu blanc comme sa robe de mariée. « Papa, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venu au mariage de ma fille, » ai-je dit d'une voix ferme, assez fort pour que tous entendent. Ou peut-être devrais-je dire à la représentation théâtrale de quelqu'un que je croyais connaître. Le silence dans la salle était assourdissant. Même les musiciens avaient arrêté de jouer. « Monsieur, » s'est approché Monsieur Moreau, « je crois que vous ne devriez pas être ici. » Camille a été très claire concernant. Concernant quoi ? L'ai-je interrompu. Concernant les mensonges qu'elle a racontés sur moi. Concernant le fait que je suis un alcoolique. Un violent ? Un parasite ? J'ai sorti de la poche intérieure de ma veste une enveloppe de papier jaune, un peu usée. Voyez-vous, chers invités, je suis Pierre Dubois. Je suis plombier. J'ai travaillé pendant 40 ans, 6 jours sur 7, pour entretenir ma famille. J'ai construit avec ses mains, j'ai levé les mains calleuses, la maison où Camille a grandi. J'ai payé ses études, ses vacances, ses caprices. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti des documents. Voici les relevés de compte de la banque. De 1995 à 2016, chaque mois, j'ai versé 500 € sur un compte au nom de Camille. 500 € par mois pendant 21 ans. Faites le calcul vous-même. Les mathématiques étaient simples, 126 000 €. Une fortune pour un plombier. Et ceci, j'ai sorti un autre document, c'est le testament de ma femme Sylvie. Où elle lègue à Camille tous ses bijoux, y compris la bague de sa grand-mère, d'une valeur de 15 000 €. Camille était devenue d'une pâleur cadavérique. « Papa, arrête, pas ici. » « Non, Camille. Ici, exactement ici, devant toutes ces personnes que tu as convaincues que je suis un monstre. Dis-moi, chère fille, où est passé cet argent ? Où sont passés les bijoux de ta mère ? » Le silence était si dense qu'on entendait voler une mouche. Et surtout, j'ai continué en sortant le dernier document, « Dis-moi pourquoi tu as vendu la maison de la rue Mercière sans me le dire. » Cette fois, c'est Julien qui a pâli. La maison que ton grand-père avait achetée en 1952. La maison où tu es né. La maison que ta mère aimait plus que tout au monde. Tu l'as vendue pour 300 000 € à une société immobilière. Une société dont, j'ai regardé Julien droit dans les yeux, ton futur mari est l'associé majoritaire. Les chuchotements dans la salle étaient devenus un bourdonnement assourdissant. Mais le plus beau, j'ai continué avec un sourire amer, c'est que cette maison était encore à mon nom. La procuration que tu m'as fait signer il y a 2 ans, en me disant qu'elle servait à régler les démarches administratives après la mort de maman, était en réalité une cession de propriété. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré l'écran. Ce matin, j'ai porté plainte à la gendarmerie pour escroquerie et faux en écriture. Le capitaine Rousseau m'a assuré que l'affaire sera suivie avec la plus grande attention. Camille avait commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de repentir. C'étaient des larmes de colère d'avoir été découverte. Papa, tu ne comprends pas, nous avions besoin de cet argent pour. Pourquoi ? Pour ce mariage de conte de fées ? Pour impressionner ces messieurs ? Pour acheter une place dans la société qui compte. Je me suis tourné vers les invités, qui nous regardaient comme si nous étions les acteurs d'un drame télévisé. Savez-vous ce que j'ai fait quand ma femme était en train de mourir ? J'ai vendu tous mes outils de travail, ceux que mon père m'avait laissés, pour lui payer les meilleurs soins. Savez-vous ce que j'ai fait quand Camille m'a dit qu'elle voulait étudier le commerce international à Lyon ? J'ai travaillé même le dimanche pendant 3 ans pour lui payer l'université. Ma voix s'était brisée, mais j'ai continué. Et savez-vous ce que j'ai fait quand elle m'a demandé de signer cette procuration ? J'ai signé sans lire, parce que je faisais confiance. Parce que c'était ma fille. Je me suis approché de Camille, qui continuait à pleurer. Mais ce qui me fait le plus mal, chère Camille, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la maison. C'est cette photo à l'entrée. C'est le fait que tu aies préféré effacer ton père plutôt que d'admettre que tu viens d'une famille simple. J'ai sorti de ma poche une autre photo,
petite et usée. Voici la dernière photo que nous avons prise ensemble, moi, toi et maman. C'était ton 18e anniversaire. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là? Camille a secoué la tête, mais moi je me souvenais parfaitement. Tu m'as dit, papa, tu es l'homme le plus bon du monde. J'espère que mon mari sera au moins la moitié de l'homme que tu es. J'ai regardé Julien, qui semblait vouloir disparaître. Eh bien, ma chérie, tu as bien choisi. Il est exactement la moitié de l'homme que je suis. La mauvaise moitié. À ce moment-là, Monsieur Moreau s'était avancé, rouge de colère. Ça suffit. C'est le mariage de mon fils. J'appelle la sécurité. Pas la peine, ai-je dit en remettant les documents dans l'enveloppe. J'ai fini ce que j'avais à faire. Je me suis tourné une dernière fois vers Camille. Tu sais quelle est la différence entre toi et moi, Camille? Moi, j'ai toujours travaillé pour construire quelque chose. Toi, tu as travaillé pour détruire. Moi, j'ai toujours dit la vérité, même quand ça faisait mal. Toi, tu as construit ton bonheur sur des mensonges. J'ai fait une pause, en la regardant dans les yeux. Mais surtout, moi, j'ai toujours aimé ma famille. Toi, tu as vendu la tienne. Pendant que je me dirigeais vers la sortie, j'ai entendu le chaos éclater derrière moi. Des voix qui s'élevaient, des chaises qui bougeaient, quelqu'un qui pleurait. Mais je ne me suis pas retourné. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Dehors du château, l'air frais du soir a caressé mon visage. Pour la première fois en 2 ans, je me sentais libre. Libre du poids des mensonges, libre de la honte qui ne m'appartenait pas, libre de l'amour non partagé. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire s'est répandue dans tout Lyon. Les journaux locaux en ont parlé, les réseaux sociaux ont fait le reste. Les restaurants Moreau ont perdu plusieurs clients, et Julien a dû faire face à une enquête de la police financière pour les irrégularités dans la vente de la maison. Camille a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai jamais répondu. À quoi bon? Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries par des excuses. Antoine et Marie, mes autres enfants, sont venus me voir. Ils étaient choqués par ce qu'avait fait leur sœur, mais pas surpris. Papa, m'avait dit Antoine, nous avons toujours su quel genre de personne était Camille. Nous sommes désolés de n'avoir rien fait. Vous ne pouviez rien faire, avais-je répondu. Chacun choisit qui il veut être. 3 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Camille. Elle voulait trouver un accord à l'amiable pour l'affaire de la maison. Elle était prête à rendre l'argent en échange de ne pas être poursuivie. J'ai répondu par l'intermédiaire de mon avocat, Monsieur Dubois n'est pas intéressé par les accords. La justice suivra son cours. Car voyez-vous, il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de dignité. Il s'agissait de faire comprendre à ma fille que les actions ont des conséquences. Aujourd'hui, 6 mois après ce mariage, je vis toujours dans ma petite maison de la Croix-Rousse. J'ai racheté quelques outils et j'ai recommencé à travailler la plomberie, pas par nécessité, mais par plaisir. Je répare les installations de mes voisins, j'aide les jeunes artisans qui commencent. Le soir, quand le soleil se couche derrière les collines et que la ville se teinte d'or, je m'assieds dans mon jardin et je parle à Sylvie. Je lui raconte comment les choses se sont passées, comment j'ai trouvé le courage de défendre notre mémoire. Et parfois, quand le vent souffle dans les tomates que je cultive avec les mêmes mains qui réparaient autrefois les canalisations, j'entends sa voix qui me dit « Bravo, Pierre. Tu as fait ce qu'il fallait. » Camille ne fait plus partie de ma vie, et c'est très bien ainsi. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est le respect, c'est l'amour, c'est la loyauté. Et si ces choses manquent, alors le sang n'est que de l'eau rouge. Il y a quelques semaines, Marie la fleuriste m'a dit que Camille et Julien s'étaient séparés. Il paraît qu'il l'a quittée pour une fille plus jeune, la fille d'un industriel parisien. Justice poétique, a commenté Marie. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai rien ressenti. Camille était devenue une étrangère, et les affaires des étrangers ne me regardent pas. Mais la leçon la plus importante que j'ai apprise de toute cette histoire, c'est qu'on ne peut forcer personne à nous aimer. Même pas ses propres enfants. Le vrai amour est un choix qui se renouvelle chaque jour, pas une obligation du sang.
Et si quelqu'un choisit de ne pas vous aimer, de vous trahir, de vous humilier, alors la meilleure chose que vous puissiez faire est de choisir de ne pas avoir besoin de son amour. Parce qu'à la fin, la seule personne avec qui vous devez faire les comptes chaque soir, en vous regardant dans le miroir, c'est vous-même. Et moi, je peux me regarder dans le miroir avec la conscience tranquille. J'ai aimé ma fille de tout mon cœur. J'ai fait tout ce que je pouvais pour elle. Si ça n'a pas suffi, le problème n'est pas le mien. C'est le sien. Si cette histoire vous a ému, laissez un like et racontez-moi dans les commentaires, pensez-vous que Pierre a fait ce qu'il fallait? Avez-vous déjà dû affronter une trahison familiale si douloureuse? Votre histoire pourrait aider d'autres qui vivent la même situation. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur le carré à gauche.